Le syndrome d'épuisement professionnel n'est pas considéré comme une maladie dans les classifications de référence. Il se rapproche d'autres situations non spécifiques, telles que par exemple la souffrance au travail ou les effets du stress lié au travail. Le syndrome d'épuisement professionnel, équivalent français du terme anglais burn-out, se traduit par un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans les situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Il est considéré comme un processus de dégradation du rapport subjectif de chacun au travail. Reprenons quelques éléments de contexte. Avec la révolution industrielle, nous étions dans l'illusion que la machine allait remplacer l'homme. Le temps de travail s'est réduit et a laissé du temps au loisir. À la pénibilité physique s'est substituée la pénibilité mentale et psychologique. Ce changement n'est pas le seul. Aujourd'hui, la femme ou l'homme au travail n'est pas le même qu'à la fin du XXe siècle. Il exige, il revendique, parfois de façon extrême, le bien-être. Il existe même un devoir de bonheur. Il ou elle refuse de souffrir. On voit ici un parallélisme avec la douleur physique. Pendant longtemps, nous avons accepté de supporter la douleur, les gens acceptaient de souffrir, les femmes accouchaient en hurlant, en pensant que c'était normal. Or, toute la littérature que l'on peut lire aujourd'hui valorise le bien-être. Certains vont dire que nos contemporains ne supportent plus rien, qu'ils sont extrêmement fragiles, bien plus qu'hier, mais il vaut pourtant mieux y voir un progrès de l'humanité. Notre société change, d'une part les environnements sont beaucoup plus contraignants et d'autre part les salariés sont bien plus exigeants, d'où la problématique du burn-out. La notion de santé mentale au travail est apparue dans le monde de l'entreprise à travers divers concepts assez flous. Il est difficile de les définir scientifiquement. Pour l'anecdote, ils sont parfois apparus comme des phénomènes de mode, par exemple lors des vagues de suicide ou de harcèlement moral, de stress. Le nom de burn-out a été posé sur le concept de souffrance au travail il y a une dizaine d'années, alors qu'il existait bel et bien il y a 30 ans. Mais personne n'en parlait. Dans les entreprises, on évoque comme concept principal la santé psychologique des salariés. On parle soit de l'environnement du travail, lorsqu'on parle des risques psychosociaux, ou bien de la qualité de vie au travail. D'autres concepts renvoient plus à l'individu, comme le concept de stress. Pendant longtemps, les risques pour la santé étaient des risques physiques, par exemple de chute dans le bâtiment, des expositions à des solvants et évidemment le problème de l'amiante. Aujourd'hui, c'est le stress au travail qui est la première cause de problèmes de santé au travail. L'Organisation internationale du travail estime ainsi que 22% des salariés souffrent de stress, 5% de harcèlement et 5% de violence. Parmi eux, les convoyeurs de fonds, les métiers de contact avec le public dans certains quartiers difficiles, ou même les médecins urgentistes régulièrement agressés. Un psychologue américain, Fraudenberger, observait son équipe d'éducateurs des free cliniques qui travaillaient avec des toxicomanes. Fraudenberger avait remarqué que les personnes les plus engagées dans la prise en charge des toxicomanes avaient une perte d'enthousiasme, des modifications du comportement, comme des bougies qui s'éteignent. La popularisation du concept doit beaucoup à Christina Maslach de l'Université de Berkeley. En 1976, elle s'appuie sur 200 interviews à destination des professionnels travaillant avec des personnes en détresse et définit 3 catégories de modifications. L'épuisement émotionnel, à la fois psychique et physique. La dépersonnalisation ou cynisme qui se traduit par un retrait et une indifférence vis-à-vis du travail. Le sentiment de perte de l'accomplissement personnel qui conduit à une dévalorisation de soi. Elle en tire une échelle de 22 questions. Cet outil a ses limites. On ne connaît pas le cut-off, le seuil à partir duquel on est considéré en burn-out. Alors, quels sont les stresseurs professionnels, qu'on appelle aussi risques psychosociaux? Les exigences au travail, l'intensité et le temps de travail, le manque d'autonomie et de marge de manœuvre, les exigences émotionnelles, les mauvais rapports sociaux et de relations au travail, les conflits de valeurs et la qualité qui est empêchée, l'insécurité de la situation de travail. Peuvent s'ajouter à cela les stresseurs personnels qui peuvent apparaître du jour au lendemain, par exemple la maladie du don de soi ou de l'excès, un don consenti qui est devenu tyrannique. Ce phénomène trouve son origine dans la difficulté à poser ses propres limites et à renoncer à la gratification. Naissent alors des conflits de valeurs, l'insécurité de l'emploi, les traits de personnalité modifiés et un déséquilibre entre travail et hors travail. Quelles sont alors les conséquences sur la santé? Elles sont d'abord émotionnelles, l'anxiété, les tensions musculaires diffuses, la tristesse de l'humeur ou le manque d'entrain, l'irritabilité, l'hypersensibilité ou l'absence d'émotion. Elles sont ensuite cognitives, les troubles de la mémoire, de l'attention, de la concentration et des fonctions exécutives.
Elles peuvent être comportementales ou interpersonnelles, caractérisées par le repli sur soi, l'isolement social, un comportement agressif, parfois violent, une diminution de l'empathie, du ressentiment, de l'hostilité à l'égard des collaborateurs et des comportements addictifs. Elles sont encore motivationnelles ou liées à l'attitude, le désengagement progressif, une baisse de motivation et du moral, l'effritement des valeurs associées au travail, des doutes sur ses propres compétences, remise en cause professionnelle, dévalorisation. Elles sont enfin physiques, non spécifiques et se traduisent alors par de l'asthénie, des troubles du sommeil, des troubles musculo-squelettiques type lombalgie, des cervicalgies, des crampes, des céphalées, des vertiges, de l'anorexie ou des troubles gastro-intestinaux. Aussi, comment distinguer le burn-out de la dépression? En cherchant si les autres domaines de la vie sont plus ou moins conservés. Pour faire un diagnostic de burn-out ou d'anxiété, des outils sont à notre disposition, comme l'échelle de stress perçu de Cohen ou le test d'inventaire de burn-out de Maslach, ou MBI. Que faire? La prise en charge d'un burn-out nécessite tout d'abord que la personne se rende compte qu'elle est épuisée, qu'elle ne s'en sort pas toute seule, qu'elle a besoin d'aide, qu'elle accepte de demander de l'aide, qu'elle accepte le diagnostic et le traitement qui va lui être prescrit. Un traitement de burn-out se concentre principalement sur la réduction du stress et l'apprentissage de nouvelles habitudes, veillant à développer davantage de résilience. Un traitement du burn-out a donc pour objectif de combattre un syndrome d'épuisement actuel et de créer de nouvelles habitudes afin d'éviter le burn-out à l'avenir. En général, la première étape nécessite du repos. Comme un marathonien, devant le mur des 30 km, la personne en burn-out a besoin de soulagement et de récupérer de la fatigue. Dans la seconde phase, on travaille activement au problème et à la solution, avec des techniques de relaxation comme la méditation. Au cours de la dernière phase d'un traitement du burn-out, il faut réélargir progressivement la zone de confort. Comme une rééducation, il faut apprendre de nouvelles habitudes pour pouvoir recommencer à travailler, mais différemment. La folie, disait Albert Einstein, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent.